Le programme ce soir, on va faire un petit résumé rapide de la série des Games 1 et des Games 2 pour que vous ayez une optique un petit peu stratégique sur ce qui s'est passé les 2 premiers games et qu'on puisse comprendre un petit peu aussi les évolutions et les choses importantes qu'on a pu voir dans ce Game 3. Et ensuite, on passera bien évidemment à ce Game 3 justement en parlant bien évidemment de l'avantage de Denver dans la peinture qui a été assez important hier. On parlera également de la défense des Nuggets qui a été bien plus sérieuse que Game 2. C'était vraiment le changement qu'on espérait voir du côté des Rocheuses et ça a été fait. On parlera malgré tout de l'espoir de Miami que le Heat peut avoir de ce côté-là du terrain, notamment en ciblant Michael Porter Jr. On parlera bien évidemment du pick and roll du two-man game entre Murray et Jokic, de voir peut-être un petit peu les options qui pourraient s'offrir à Miami, mais surtout pourquoi Jamal a vraiment géré ce two-man game particulièrement hier et pourquoi alors que le Heat réussissait à le gérer, ils sont amenés finalement à faire à renverser la vapeur. Voilà, je cherchais mon expression. Et ensuite, on balancera quelques petits trades, quelques petites sources ailleurs à côté pour parler un petit peu plus globalement de la série, de ce qui arrivera. Et je vous enverrai vers d'autres confrères, d'autres ressources pour voir tout ça. Avant peut-être de lancer vraiment ce live, un petit transfert d'écran comme ça. Transition pour vous montrer un article, le dernier article en date du côté de QI Basket qui ne concerne pas les finals, mais il y en a bien évidemment d'autres sur les finals. 2023, la grande défaillance de la conférence Est, partie 1, ce sera un article en 2 parties, c'est signé Jérémy QI Basket et Azad, bien sûr notre meilleur recrue de l'intersaison. Même si c'est pas vraiment l'intersaison encore, mais bon, peu importe. Et donc qui fait un retour sur les échecs en play-off de certaines équipes de la conférence Est. Vous le voyez sur la magnifique illustration signée Thibaut avec Philly et Cleveland notamment dans cette partie 1. Viendront ensuite bien sûr les Bucks et les Celtics notamment. Donc je vous invite à aller regarder ça, bien évidemment. Je vous invite à aller regarder de toute façon tout ce qu'on fait sur le site de QI Basket. Il y a également les articles sur les finals. Bien sûr, Jérémy est souvent à la plume. On parlait notamment de l'ajustement du Game 2 de Kevin Love, mais on va y revenir. Et puis, bien sûr, il y a la mock draft en ce moment. Ça concernerait les franchises qui ne sont plus forcément en playoff ou qui étaient loin dans cette course. Résumé des games 1 et 2 rapidement et d'un point de vue un petit peu tactique. Le game 1, on a surtout vu une équipe de Denver profiter des mismatchs de taille, faire parler de sa puissance sur le front court avec un homme, Aaron Gordon, qui dès le début du match s'imposait dans la peinture face notamment à Caleb Martin. Oui, pardon, je l'ai bien dit, j'ai cru m'embrouiller sur son prénom puisqu'ils sont 2 frères dans la NBA, mais non, c'est bien Caleb Martin. Mais aussi sur d'autres joueurs plus petits du Miami Heat, je pense notamment à Gabe Vincent. Profiter de ces mismatchs-là, profiter aussi d'accélérer le jeu pour forcer ces mismatchs-là et avoir un avantage de taille dans la peinture. Miami a été obligé ensuite en seconde mi-temps de déplacer Butler sur Aaron Gordon pour justement ne plus concéder autant de points faciles sous le cercle. Ça a profité bien sûr à Denver et aux lignes arrières de Denver plus largement, notamment à Jamal Murray dans le two-man game, puisque tout de suite avec Butler déplacé sur Aaron Gordon, on avait des défenseurs un petit peu moins bons sur les lignes arrières. Miami qui a fait un match pas non plus extrêmement mauvais, mais qui a subi son adresse, une mauvaise adresse au Game 1, surtout au vu des standards qu'ils avaient établis bien sûr dans ces playoffs. Mauvaise adresse pour le Heat, mais qui a quand même malgré tout trouvé des choses intéressantes, notamment la faiblesse dans le corner à 3 points du côté de Denver. Bien sûr, on le connaît, la défense de Denver qui a tendance à surcharger le pick and roll pour le jouer à 2 voire à 3 et délaisser ce corner, le laisser libre. Et donc du coup, il y a des shoots ouverts pour Miami qui n'a pas su les exploiter dans ce premier game avec une panne d'adresse assez globale de la part des role players. Les autres choses qu'on pouvait noter un petit peu tactiquement qui étaient assez intéressantes, il y en a eu 2 à mon sens, on peut en rajouter mais je fais un résumé donc rien d'exhaustif, si vous voulez je vous inviterai ensuite en seconde partie de l'émission
avec d'autres ressources pour aller voir, pour approfondir si vous le souhaitez. Deux choses qui ont été intéressantes à mon sens. Denver qui a laissé défensivement, qui a une tactique intéressante défensivement, qui a laissé Bam scorer beaucoup en le délaissant sur le short roll et en protégeant vraiment très bas, en faisant du drop très bas avec Jokic sur le pick and roll pour vraiment empêcher l'accès à la raquette, même pour Bam Adebayo, mais en lui laissant toute la place d'opérer à mi-distance. Il a pris énormément de shoots, c'était plutôt très bon, très efficace Bam Adebayo, mais ça n'a pas forcément profité au Heat dans son ensemble, puisque ça a empêché finalement Bam de faire parler son playmaking, son jeu en tête de raquette ou sur l'elbow, sur la ligne des lancers francs, en décalant bien sûr tous les shooters du Heat, en faisant du dribble and off, en posant des écrans et en faisant des passes et en distribuant le jeu. Et donc du coup finalement c'est toute l'offense du Miami Heat qui a été peut-être moins efficace que ce qu'elle aurait pu être. Et d'ailleurs dans le Game 2 on a vu un Bam Adebayo bien plus responsabilisé en tant que playmaker comme à son habitude et en satellisant tous les autres role-players du Heat et donc avec une offense du Heat bien meilleure collectivement. L'autre chose qu'on a vu, et cette fois-ci c'est du côté défensif de Miami, c'était surtout le front face à Jokic. Alors, ce qu'on appelle le front, c'est tout simplement empêcher l'entry pass, donc empêcher Jokic d'avoir la passe dans ses positions préférentielles, c'est-à-dire sur l'elbow, c'est-à-dire sur la ligne des lancers francs, au poste haut. C'est là qu'il peut diriger le jeu comme il le préfère. Et Miami était très bon pour mettre du front, c'est-à-dire fronter, c'est-à-dire mettre quelqu'un devant lui pour empêcher la passe et pour que finalement il ne puisse pas avoir la balle dans ses positions préférentielles, ou en tout cas le faire travailler le plus possible pour ça. Ça a notamment été très bon sur la zone de Miami bien évidemment, qu'on anticipait pas forcément autant utilisée par Spoelstra, notamment parce que justement Jokic est parfait pour contrer la zone du Heat. Et donc, Spoelstra s'est adapté dans cette zone, le Heat s'est adapté vis-à-vis de cette zone, et s'est adapté en faisant une zone 1-3-1, donc une personne vraiment sur le porteur, trois autres sur à la fois la ligne des lancers francs et les deux ailes, et une qui va finalement protéger l'accès à l'arceau dans la peinture, et qui va pouvoir coulisser un petit peu pour le dunker spot notamment. Et ça va permettre également de front Jokic parfaitement avec cette personne qui, sur la ligne des lancers francs, ce défenseur qui sur la ligne des lancers francs va passer devant Jokic pour empêcher la passe. C'est quelque chose qui a été très bien fait et c'est quelque chose qui a posé des problèmes à Denver, notamment dans l'exécution. Denver met beaucoup de temps quand il y a une zone. Et les joueurs mettent beaucoup de temps à réussir à lancer leurs actions et finalement ils se retrouvent peut-être un petit peu courts sur le shot clock, sur l'horloge des 24 secondes, et ça a pas mal profité à la fin du Game 1. Malgré tout, Miami était un petit peu trop court. Et dans le Game 2, on a vu le grand ajustement dont on parlait tout à l'heure, bien sûr, la titularisation de Kevin Love, qui règle le problème de mismatch, bien sûr, de Miami, qui permet également, en plus, à Butler de défendre sur Jamal Murray. Et globalement, Miami a fait un match quasi parfait, moi je dirais, au Game 2. Ça a permis justement de régler ce problème de mismatch. Ça a permis également de mieux défendre le two-man game avec Murray grâce à Jimmy Butler sur le pick and roll. Jamal Murray a été beaucoup plus en difficulté et en fait finalement on ne l'a vu que très peu avant le quatrième et dernier quart-temps. Un Miami qui a été beaucoup plus adroit également avec des shoots ouverts. On avait parlé des shoots ouverts dans le corner, il y en a eu. Il y a également eu beaucoup de shoots ouverts dû à la grosse agressivité de Denver sur la défense, notamment les stunts. C'est-à-dire que juste après, on va aider un petit peu pour empêcher la personne qui a la balle de driver. On va aider très agressivement. Et finalement, à une passe, ça veut dire qu'il y a un shooter qui est un petit peu plus libre. Et ça a fait très mal à Denver, qui a été certainement trop agressif dans son système de jeu. Et puis globalement, une exécution en deçà des standards de Denver. Il y a beaucoup de rotations qui ne se faisaient pas ou qui se sont mal faites. Il y a eu beaucoup de fautes sur les shooters également en fin de match, notamment KCP qui va faire 2 grosses fautes dans le quatrième quart-temps sur des shoots à 3 points. C'est vraiment la dernière chose qu'on veut voir, et notamment en finale NBA où ce genre de faute de déconcentration ou de trop d'engagement ou de retard sur les aides, c'est pas sur les close-out ne sont pas permis, ne doivent pas exister à ce niveau de compétition. Et donc je le disais tout à l'heure, avec un Bam notamment qui retrouve son côté playmaker et plaque tournante, on avait vraiment des role-players du Heat satellisés à 3 points et qui donc du coup en rythme vont retrouver des adresses telles que le Heat nous a habitués dans ses playoffs.
La zone également, encore une fois, du hit a été très efficace. Comme le Game 1 pouvait le présager, il y a eu un petit peu plus de zones mis en place par Spoilspra, qui se la garde néanmoins bien sûr pour les moments chauds et le 4e quart-temps. Et donc du coup, on avait un Miami Heat qui revenait parfaitement dans la série à 1-1, qui reprenait l'avantage du terrain. Voilà pour le résumé un petit peu de cette série des games 1 et 2. Encore une fois, j'étais loin d'être exhaustif, mais il y a beaucoup de ressources en ligne et je vous renverrai quelques créateurs de contenu, bien sûr, quelques journalistes et autres références pour que vous puissiez vous faire un avis un petit peu plus exhaustif et approfondir si vous le souhaitiez. On va pouvoir passer donc à l'analyse de ce Game 3, bien sûr, entre Denver Nuggets et Miami Heat. On était à l'American Airlines Arena qui a certainement changé de nom depuis, mais je ne connais pas le nouveau nom. Donc on va rester sur le dernier. Et pour commencer, un petit tweet de la part de Quentin qu'on salue encore une fois. Je vous l'envoie bien sûr dans le chat une fois n'est pas coutume, et puis je vais pouvoir ensuite l'afficher en grand, bien sûr. Ah, c'est Palais qui nous dit la Lucky Busters Arena. Ça aurait pu être effectivement le titre vraiment de leur campagne de playoff pour l'instant, puisqu'on sait que leur variance à 3 points fait beaucoup parler à ce hit. Et c'était pas un fan du hit qui va nous dire le contraire. Quoique, en plus, c'est pas la meilleure. C'est la série où ils ont le mieux shooté contre vous, contre les Knicks. Donc, première chose à dire pour ce Game 3, vous le voyez ici, on va parler de la frequency et de l'efficiency, de la répartition des shoots des deux équipes hier, avec une chose qui saute aux yeux, pardon, je m'embrouille un petit peu les pinceaux. Une chose qui saute aux yeux du coup, c'est la proportion des tirs dans la raquette et surtout les tirs au panier pour les Denver Nuggets. Près de 40% de leurs tirs proches du cercle contre 28% pour le Heat. À côté, vous avez les percentiles. Vous voyez bien sûr que la fréquence est élite pour Denver dans le 89e percentile, alors que Miami est un petit peu en dessous de la moyenne. Et surtout à côté de ça, c'est l'efficacité dans ces tirs-ci. 69% d'efficacité sur ces tirs-là, alors que le Heat est à 34,8%. On l'a vu, la balance, on le voit, la balance s'est fait surtout sur cette proportion-là de tirs au cercle du côté de Denver. À côté de ça, vous voyez très peu de 3 points. Un petit peu plus du côté du 8, notamment des 3 points qui ne sont pas dans le corner, mais avec une efficacité en dessous de la moyenne. Une autre petite stat pour un petit peu exprimer cela, un petit peu de manière rigolote. Denver est la première équipe cette saison et la seconde dans les 2 dernières campagnes de playoff, non même les 2 dernières saisons même, à gagner un match de playoff avec moins de 5 tirs à 3 points réussis. Effectivement, le 3 points n'a pas réussi hier, mais les Denver Nuggets ont pu s'en passer puisqu'ils ont matraqué la peinture. Et pour ça, on a un petit peu de vidéo ce soir. Rien d'exhaustif, beaucoup moins exhaustif que ce que pourrait faire Guillaume, bien sûr, mais on va pouvoir voir ça ensemble avec une première action. Vous allez voir, ce sera que des shoots dans la peinture et notamment là sur le rôle d'Aaron Gordon qui va être intéressant. Alors là, c'est Michael Porter Jr., c'est parce que on est sur la deuxième action et pas la première. Donc on va vous mettre la première action que je voulais vous montrer. Jokic qui va donner la balle à Murray, Murray qui va driver, qui va trouver Aaron Gordon en dessous du panier et qui va retrouver Murray. C'était une action que je voulais montrer parce qu'on a beaucoup parlé de Kevin Love, de l'ajustement de Kevin Love et du fait que Aaron Gordon du coup ne pouvait plus aussi facilement s'imposer dans la raquette face à des joueurs plus petits. Mais ce que je voulais montrer, c'est aussi que l'intérêt aussi d'avoir Aaron Gordon, c'est que son passing game n'est pas mauvais. Alors rien d'élite pour autant, mais ce genre de petits petites trouvailles dans la peinture, ce genre de petits passe-va, il est capable de les trouver, il est capable de faire la passe. On a vu également sur cette action une chose intéressante, c'est le cut de Michael Porter Jr. qui fait que s'il n'y avait pas Murray pour repartir, pour revenir dans la peinture et profiter du marquage un petit peu lâche de Gabe Vincent, Michael Porter Jr. aurait été présent sur ce cut pour
profiter de cette passe d'Aaron Gordon à l'intérieur. Et voilà, encore quelque chose pour montrer que malgré la bonne défense de Kevin Love là sur Aaron Gordon, eh bien, il y a des espaces derrière lui et des cuts possibles pour les Nuggets. Autre action, je vous parlais tout à l'heure du cut de Michael Porter Jr. C'est Michael Porter Jr. qu'on va retrouver en 2 temps ici, après une passe un petit peu chanceuse de la part de Jokic pour le coup, et qui va convertir un lay-up un petit peu difficile. On va le voir d'ailleurs, une chose qui est intéressante ici, c'est que sur le pick and roll, Jamal Murray, Nikola Jokic, avec un Butler qui passe au-dessus de l'écran, bien sûr, pour ne pas subir le tir de Jamal, on se retrouve aussi avec un Strus ici qui va venir aider sur le drive de Jamal, et ça ouvre bien sûr la porte derrière pour le cut de Michael Porter Jr. et du coup forcément la passe facile de Nikola Jokic. Excusez-moi pour les petits artefacts de la vidéo, ça c'est malheureusement des petits aléas et qui est un peu difficile à faire par rapport à mon record. Voilà, ça c'était pour le cut de Michael Porter Jr. Encore une fois dans la peinture, bien évidemment. Ici, vous le voyez, Aaron Gordon qui, encore une fois, fait parler son playmaking. Et surtout, l'entry pass, il a reconnu le mismatch puisque on est en semi-transition ou en transition. Je ne sais plus si le hit a marqué sur l'action précédente ou non. Mais ce qui est intéressant de voir ici, c'est que Bam est donc du coup à l'extérieur sur Aaron Gordon. Et Jokic, lui, prend la position directement sur Kevin Love. Aaron Gordon trouve le mismatch tout de suite et du coup, Jokic est sur Kevin Love en position présidentielle. Kevin Love, il va être ciblé très intensément tout le long de la partie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu peut-être un petit peu moins de minutes. Je ne sais pas s'il y a eu vraiment moins de minutes de Kevin Love, mais j'ai trouvé moins intéressant dans le jeu que sur le Game 2. Et du coup, on l'a vu ici, Nikola Jokic qui profite directement de son avantage sur Kevin Love, qui n'est pas un excellent défenseur et un excellent protecteur d'arceau, et sur lequel il est facile de finir encore plus pour un joueur comme Nikola Jokic. Autre clip, si celui-ci veut bien se lancer. Voilà, on est alors. Il y a eu un jump ball après un très bel effort de Jamal Murray au rebond. Jamal Murray qui va attirer 2 joueurs et le petit dump off direct en dessous pour Aaron Gordon. Encore une fois, ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a eu tellement d'importance dans le two-man game hier que Jamal Murray forcément va faire parler sa gravité. Vous avez 3 joueurs qui sont aspirés par son drive, notamment Kevin Love ici puisque Bam Adebayo est battu et donc du coup le dernier à pouvoir défendre l'arceau c'est Kevin Love. Il va devoir du coup monter sur Jamal sur le drive. Ça laisse Aaron Gordon tout seul derrière dans la peinture. Si Jimmy Butler vient sur Aaron Gordon, c'est un shoot ouvert à 3 points ici pour Kentavious Caldwell-Pope. Jamal Murray fait la passe parfaite et Aaron Gordon trouve le dunk assez facilement. Ça, c'était encore une fois pour montrer l'impact dans la peinture. On a un stagger screen en haut avec 2 écrans. Nikola Jokic, la petite feinte, Bam est battu. Et encore une fois, Kevin Love dans la peinture, ce n'est pas suffisant pour défendre correctement un Jokic lancé. Donc un petit peu de two-man game avec Jamal Murray. Et cette fois-ci, c'est Nikola Jokic qui va finir avec ce bras roulé. Et puis, même si celui-ci était raté, on aurait eu un Aaron Gordon encore en très bonne position pour le rebond offensif. Le rebond offensif qui a aussi un petit peu pesé dans la balance hier face à ce hit. On va pouvoir changer à nouveau de clip. Michael Porter Jr. qui va aller dans la peinture. Nikola Jokic qui reçoit la balle ici. L'écran d'Aaron Gordon. Et ça, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un switch dans un mouchoir de poche et un switch forcé. Et encore une fois, des points sur la truffe de Kevin Love qui, comme je vous le disais, a été vraiment ciblé par Nikola Jokic et qui du coup donne une... Encore une fois, l'ajustement de l'ajustement, le contre-ajustement. On a beaucoup parlé d'à quel point Kevin Love a fait du bien au Game 2. Cette fois-ci, les Nuggets vont se venger et vont dire oui, d'accord, très bien, Kevin Love, c'est sympathique 2 minutes, mais on peut lui marquer sur la tronche quand est-ce qu'on veut, notamment avec Nikola Jokic. Et c'est bien de faire sentir aux Hits que leur ajustement ne va porter ses fruits que sur un ou quelques matchs tout au plus, mais qu'on a les moyens d'y répondre très vite à Denver. Ici, cette fois-ci, c'est Gabe Vincent qui se retrouve sur Nikola Jokic. Il y a un mismatch en permanence, que ce soit sur Bam Adebayo avec Jamal Murray ou sur Nikola Jokic. Et là, c'est le rebond offensif qui va être important avec Michael Porter Jr., avec Aaron Gordon.
C'était surtout pour montrer ça, hein. Alors les mismatchs, certes, mais surtout ici, vous voyez, 3 joueurs plus grands que tout le reste du Miami Heat sous l'arceau, puisque Aaron Gordon, Michael Porter Jr., Nikola Jokic sont tous plus grands que Kevin Love, Jimmy Butler, Max Strus et n'importe qui. Encore une fois, l'intérêt aussi d'avoir mis un mismatch et d'avoir forcé le switch plus tôt dans l'action avec Bam Adebayo qui se retrouve à garder Jamal Murray, le joueur le plus grand du 8, qui est finalement en tête de raquette, et on peut batailler en dessous et imposer la taille du côté de Denver. Est-ce qu'on a un autre clip pour les points dans la peinture? Non, c'était tout. Et on va pouvoir passer à l'autre point d'analyse que je voulais apporter. Mais d'abord, on va vous lire un petit peu dans le chat et voir si vous avez des choses à ajouter. Ça reste faible par rapport à Roland Garros. Les tirs dans la raquette, bien joué. Assez parlé de moi. Qui fait parler ces jeux de mots. Une fois n'est pas coutume. La vedette a été volée à Guillaume. J'ai fait trop le exprès, désolé, nous dit Guillaume, mais non, mais il n'y a pas de souci. C'est le moment de toute façon pour les finals de balancer, du lourd, bien sûr, et puis après, le public fait le reste. Changerai Guillaume, tu es le GOAT de l'analyse, nous dit Danger Antenne, et nous ne pouvons que le rejoindre. Pourquoi Jamal Murray est nul en SR-N5? Et c'est une très bonne question. J'ai vu tout à l'heure. C'est quoi, plus 8 points de moyenne sur son scoring entre la SR et les playoffs? Mais c'est parce que moi, j'ai une réponse très simple, parce qu'on n'a pas besoin. Et voilà, parce que Jokic est tellement bon qu'on n'a pas besoin de se forcer en SR. Voilà la vérité. C'est son double maléfique Jamal Murray qui joue en SR. Effectivement. Après, il y a toujours un stretch de 1 ou 2 mois où Jamal est très bon. En saison régulière, mais ça dure pas toute la saison régulière. Voilà, c'est toujours le truc. Il y a toujours un stretch vraiment d'un ou 2 mois. Souvent c'est souvent c'est décembre-janvier. Où il est très bon. Quoique Jamal, c'est un peu plus, ça c'est souvent Nikola Jokic. Mais après Jamal, c'est un petit peu plus aléatoire. Et la rentrée de Reggie Jackson, c'était pourquoi? Alors j'ai un petit doute parce que j'ai pas revérifié, mais je pense que c'est une question de faute. Je crois que KCP était déjà... Il me semble qu'il rentre dans le second quart-temps, si je dis pas de conneries. Et il me semble que KCP sort sur 2 fautes. Je pense que Bruce Brown doit en avoir 1 ou 2. Et donc du coup, je pense que c'est vis-à-vis des fautes, avant tout. Comme il doit changer Jamal, parce que Jamal a joué toutes les minutes, ou presque, à ce moment-là. Donc je pense que ça doit être une question de faute. À vérifier, mais il me semble... Je vilipende très régulièrement Michael Malone, certes, pas suffisamment pour le croire assez bête pour faire des fantaisies comme ça pour le principe, pour le fun. Donc je pense que c'est ça. Pour faire Too Hard Age parce que apparemment Murray n'en fera pas de la série. Mais ça c'était une de mes questions, tu vois. Après le Game 2, je me demandais si on n'allait pas être beaucoup plus agressif sur le pick and roll, justement en faisant presque du blitz sur le porteur. Je me demandais vraiment si on n'allait pas faire ça. Finalement, on ne l'a pas fait. On s'est contenté d'être un petit peu plus sérieux. Et ça a suffi hier soir. Écoute, moi je préfère avoir des ajustements en réserve. Peut-être qu'on le verra plus tard. Après, le problème, c'est que vu le poids offensif de Nikola Jokic et Jamal Murray, faire en plus du hard edge sur le coverage de pick and roll en défense, oula, c'est sur 40 minutes et plus compliqué, je pense, niveau endurance. Donc je sais pas trop si on le verra à un moment. Peut-être du 4e quart-temps dans les games 6 et 7, si on doit. Je pense que ça se jouera plutôt dans des fins de match un petit peu vraiment tendues, si on est obligé, si vraiment le reste n'a pas marché. Everybody streaming when they have... promis, même en cas de victoire du Heat, je viendrai ici live et parler en bien de cette équipe de Miami. Ça me fera mal, ça me fera d'autant plus mal de devoir re-regarder le match. Ça me fera vraiment mal, je le dis, mais je le ferai, même c'est promis, en espérant qu'il n'y ait plus aucune victoire du Heat de toute façon. Voilà, en espérant, je touche du bois. C'est en tout cas mon espoir ici, parce que j'étais vraiment très très mal après le Game 2. Je sais que je l'ai déjà dit pour ceux qui étaient présents avant, mais je le redis
pour les nouveaux arrivants, j'étais plus bactère après le Game 2, j'ai vu ces finales de manière très intense. Parce que faut juste pas que Miami punisse des soft switch trop facilement. Je suis aussi un petit peu dubitatif sur notre façon de switcher, notamment... alors, après je me demande à quel point on laisse le mismatch entre guillemets à Butler sur Jamal notamment. Je sais pas ce qu'il en est, parce que je trouve qu'on se bat très peu. J'ai une ou deux occurrences en tête où Aaron Gordon se bat un peu pour garder Butler. Mais tu vois, j'ai trouvé par exemple Jamal Murray presque meilleur sur Butler que KCP par exemple. KCP, je trouve qu'il se fait bouger à chaque fois. C'est Butler qui drive qui drive à droite. Enfin, sur sa main droite, parce que souvent, du coup, il parle de l'aile gauche. Il drive sur sa main droite en mettant un bon bump avec son épaule gauche sur KCP. Et KCP fait toujours 2 mètres en arrière, juste au moment de l'arrivée dans la peinture. Et du coup, Butler a son petit flotteur, son petit mi-distance, son petit teardrop en tête de raquette, un petit peu plus dans la peinture. Et il le rentre à chaque fois sur KCP. Alors que sur Aaron Gordon, le coup de bump ne marche pas. Et sur Jamal Murray, en fait, il le prend rarement de vitesse comme ça. Et du coup, il est plus sur du post-up. Ou alors, si c'est sur du drive, il va plutôt chercher la passe à l'opposé. Et ça, c'était aussi quelque chose qu'on va voir dans une minute par rapport à la défense. Je trouve qu'on était beaucoup trop agressif en défense sur les aides, sur les drives. De Jimmy Butler, mais sur tout le reste des drives. Et je trouve que là, en restant beaucoup plus sur les shooters et en ayant confiance sur la défense, sur le drive, ça passe beaucoup mieux parce que du coup, il y a beaucoup moins de solutions de tir à la fin. Et même quand elles sont... Enfin, il y a moins de solutions de passe, et même quand elles sont là, les tirs sont pas forcément aussi ouverts que c'était avant et en rythme. Et donc, du coup, ça nous offre quand même bien mieux un plancher défensif bien meilleur que le Game 2 qui était mauvais. Même le Game 1 d'ailleurs, on n'était pas excellent en défense, le Game 2 étant le pire. L'autre chose que je voulais aborder, c'était la défense du côté des Denver Nuggets. On en a parlé un petit peu rapidement en commentaire ici et là. Une chose que je voulais montrer, une petite stat un petit peu rigolote, signée Matt Moore, bien sûr, du Lockdown Nuggets, le podcast, et puis qui suit la franchise quand même d'assez près. Denver a contesté 59 shots dans le Game 3. Dans le Game 2, c'était que 41 shoots contestés de la part des Nuggets. C'était pour montrer un petit peu cette différence. Autre petite note intéressante ici, mais je vous en parlerai certainement après. Donc on va pas spoiler. Avant ça, on va repartir sur de la vidéo avec tout simplement de la meilleure exécution défensive de la part des Nuggets. Ça a été un problème dans le Game 2 de la part des Nuggets. Des erreurs qui étaient dues en partie au système de jeu, mais qui étaient également dues à de la déconcentration, des choses à droite à gauche qui n'allaient pas. On va revoir quelques erreurs de la part de Denver, mais globalement, on verra qu'il y a eu une bien meilleure exécution, et on va pouvoir voir ça comme il se doit. Avec le VLC que je vais lancer. Je mets un petit peu de temps, excusez-moi, parce qu'il faut que je mette mes clips dans l'ordre à chaque fois, ça c'est un petit peu chiant. Bref, on va passer du coup sur ces clips et sur la défense de Denver, bien meilleure exécution. On va le voir ici notamment sur le switch et notamment sur ce close-out de KCP à 3 points. Vous voyez, 2 choses à voir ici. La première chose, c'est le switch. Jamal Murray est sur Kevin Love, Bam Adebayo, Nikola Jokic. On va avoir donc un stagger screen, c'est-à-dire un double écran pour le shooter ici qui doit être Gabe Vincent. Qui va remonter par rapport à KCP. Jamal Murray finalement switch ici pour rester sur Gabe Vincent, et c'est Kevin Love qui va se retrouver à avoir la passe dans le corner de la part de Jimmy Butler, et on le voit KCP qui revient et qui close out bien à 3 points, sans sauter, sans faire de faute, 2 choses que les Denver Nuggets semblaient ne pas savoir faire, et était constamment soit en faute, soit en sautant dans les feintes
à 3 points. Et du coup, ça résulte ici dans un shoot qui est pris un petit peu hors rythme de la part de Kevin Love. Et tout de suite, ce sont des shoots plus difficiles à marquer. Deuxième clip sur lequel on va pouvoir passer, KCP sur Gabe Vincent. Un petit pick and roll de la part de Bam Adebayo. C'est plutôt bien géré de la part des deux joueurs des Nuggets. Et c'est finalement Bam qui se retrouve à prendre semi-distance, contester le meilleur shoot qu'on veut donner finalement du côté de Denver, un mi-distance qui est contesté. Il y a deux choses qui me semblaient intéressantes ici à regarder. C'est tout simplement l'aide de Jamal Murray à l'intérieur. Alors ça c'est assez classique du côté de Denver. Le pick and roll, on va surcharger surtout le porteur. On va laisser Bam sur le short roll et on va venir aider dans la peinture. Ce que j'aime ici surtout c'est donc du coup bien sûr l'aide de Murray. Mais surtout moi ce que j'ai beaucoup apprécié c'est une bien meilleure défense de Nikola Jokic sur ce pick and roll et sur le porteur de balle, puisqu'il va vraiment empêcher la passe, empêcher le dribble et empêcher la passe. Et ensuite, une fois que le dribble est empêché, finalement la passe, le retour sur Bam Adebayo se fait vraiment dans un second temps de la part de Gabe Vincent, et ça permet à Jokic de revenir sur Bam Adebayo et de contester ce shoot. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette défense, mais c'est déjà mieux que ce qu'on avait pu voir dans le Game 2. Ensuite, je vais laisser l'action pour me la remémorer également. Ah oui, je sais ce que là j'ai beaucoup aimé, c'est les efforts de Jamal Murray, bien meilleurs également sur ce match 3. C'était une des difficultés de la part de Jamal. Enfin, Jamal avait posé difficulté dans ce Game 2, tout simplement parce qu'il faisait pas forcément les efforts et il se perdait presque à chaque fois. Là, on a un Jamal qui est beaucoup plus actif sur cette défense. On a un Jamal aussi qui va ice le pick and roll, ça veut dire qu'il va vraiment l'orienter vers la ligne de touche. Vous voyez qu'il est complètement parallèle à la ligne de touche. Ça, c'est vraiment pour empêcher le drive vers le centre et pour empêcher Gabe Vincent de prendre l'écran de Bam Adebayo en drivant de ce côté-là du terrain. Bon, finalement, il va quand même réussir Gabe Vincent en faisant un DHO, enfin un pass-eva plutôt. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Jamal reste attaché, même sur le 3 points. Ok, Gabe Vincent a un shoot, mais c'est un shoot beaucoup plus compliqué parce que beaucoup plus en mouvement après la passe et le DHO. Et ensuite encore un dribble pour pouvoir s'ouvrir le shoot. Et malgré ça, on a quand même un late contest, donc un contest un petit peu tardif de la part de Murray, mais qui est quand même présent ici. Et ça gêne quand même malgré tout. Et je trouve que voilà, par rapport au Game 2 où les joueurs du 8 pouvaient shooter dans un fauteuil, là on gêne vraiment jusqu'au bout. Et un très bel effort de Jamal Murray. Vous l'avez vu, j'ai pas fini l'action. Là c'est un rebond offensif de la part de Max Strus. Et là par contre on va voir la problématique des Nuggets avec ce corner qui est open à l'opposé et finalement Gabe Vincent qui va pouvoir sanctionner. Deux choses à montrer ici. Bon déjà l'effort au rebond de Michael Porter Jr. qui n'est pas forcément bon. C'est un rebond long, c'est un petit peu plus compliqué à récupérer, donc on peut l'excuser à la limite. La deuxième chose c'est encore une fois cette problématique de Denver. Vous voyez un pick and roll entre Gabe Vincent et Bam Adebayo, donc c'est KCP et Nikola Jokic qui sont impliqués dans la défense. J'aimerais, si c'était possible, ne pas avoir d'artefact, voilà, c'est beaucoup mieux. Nikola Jokic qui est obligé de monter au niveau de l'écran et voilà, de rester face à Gabe Vincent par peur du shoot à 3 points de Max Strus, pardon, ce n'est pas Gabe Vincent pour le coup. Du coup, short roll de Bam Adebayo un petit peu seul. Jamal Murray va aider dans la raquette, ça laisse le shoot ouvert. Et deux choses intéressantes ici, ça va être le fait que Max Strus est capable de faire cette passe, parce que c'est pas une passe facile, c'est plutôt une passe même difficile, et souvent ce sont les meilleurs playmakers qui sont capables de la faire. Et le fait que, à mon sens, on est un petit peu trop réactif encore une fois sur cette aide de la part de Jamal Murray, tout simplement parce que Bam est encore très loin sur son short roll. Je pense qu'on avait une demi-seconde pour aider un petit peu moins vite. Mais bon, on n'en veut pas finalement à la défense de Denver qui est plutôt dans son rôle
que ce soit sur le pick and roll en haut de l'écran, mais aussi sur l'aide ici. Par contre, félicitations à Max Strus de pouvoir faire cette passe. Ça, on sait que ce sera une passe qui va être régulièrement trouvable par rapport au hit, puisque c'est une des faiblesses structurelles de la défense de Denver. On va pouvoir passer au clip suivant. Jimmy Butler sur le pick and roll, ça drop du côté des Nuggets et pas suffisamment pour laisser à Bam le temps d'aller au lay-up. Je ne sais plus pourquoi je voulais montrer ça, pour être tout à fait honnête avec vous. Si, voilà, il y a deux choses qui m'interpellent ici. Encore une fois, le switch est très facilement concédé de la part des Nuggets, puisque c'est Aaron Gordon qui, au début de l'action, est sur Jimmy Butler. Vous le voyez ici. C'est la défense préférentielle en 1 contre 1 qu'on souhaite du côté des Nuggets. Vous allez voir, donc du coup, ici, c'est le ghost screen, je pense, mais il n'y a même pas d'écran là de la part de Max Strus. Mais on va switcher ça très 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 facilement du côté des Nuggets. Et ça, c'était un peu ma question quand même jusqu'à maintenant. Alors ça s'est plutôt bien marché, comme je le disais tout à l'heure, mais est-ce qu'on veut vraiment switcher aussi facilement du côté des Nuggets? Ça laisse Jamal Murray se battre dans l'écran et sur le pick and roll. En tout cas, c'est ce qui a été fait là. Et Jimmy Butler qui réussit à aller au panier avec une belle défense. C'était l'autre chose que je voulais montrer de la part de Nikola Jokic au panier. Plutôt un bon contest d'ailleurs qui aurait peut-être mérité une faute, pour être tout à fait honnête avec vous. Et enfin, la dernière chose aussi que je voulais montrer, c'était la protection du rebond de Jamal Murray, qui a été très bon dans ce domaine-ci. C'est des choses qu'il faudra regarder et que vous pouvez regarder aussi, et qui font partie du travail défensif, même si c'est un petit peu sous-estimé. Et Jamal Murray qui a été très bon sur ce genre de box-out, notamment sur Bam Adebayo. Alors là, il est un petit peu à côté, mais malgré tout, il réussit quand même à le protéger et à le récupérer. Donc c'était les deux choses que je voulais mettre en avant sur ce clip ici. Autre action, autre clip, Aaron Gordon sur Max Strus en tête de raquette. Encore une fois, le rôle de Bam Adebayo en playmaker, le mauvais close-out de la part de Bruce Brown. Je vous parlais de mauvaise exécution de la part des Nuggets dans ce Game 2, enfin dans le Game 2 précédent. Là, tout est plutôt bon de la part d'Aaron Gordon en tête de raquette pour empêcher le 3 points. Et puis finalement, un mauvais close-out de la part de Bruce Brown et une faute. C'est tout ce qu'on a vu dans le Game 2, qu'on ne voulait pas revoir dans le Game 3. C'est beaucoup moins arrivé dans ce Game 3 et c'est ce qui permet aux Nuggets d'affleurer en tête dans cette série. Mais malgré tout, voilà, c'est arrivé, ça réarrivera. Le tout est de ne pas le répéter trop. J'aimerais quand même qu'on arrête. Pour être très honnête, les fautes, alors autant le close-out c'est un petit peu raté de la part de Brown, et ça il y en aura malheureusement parce que, encore une fois, une aide par rapport au short roll de Bam Adebayo. On peut à la limite l'excuser, surtout que chasser à 3 points comme ça, si c'est pour le forcer à mi-distance, à la limite ça peut s'entendre, mais par contre la faute derrière, ça c'est pas possible. Une faute pareille, c'est pas possible. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui sera éliminé, en tout cas qu'on espère voir le moins possible du côté de Denver. Autre clip, donc on va parler de rebond cette fois-ci, encore une fois parce que ça a été un des éléments importants de la part des Nuggets, et ce sera Jamal Murray notamment. Je vous parlais tout à l'heure de ses efforts au box-out sur Bam, parce qu'il va se retrouver beaucoup sur Bam à cause du pick and roll et du switch. Vous le voyez ici, Bruce Brown qui est sur Gabe Vincent, Jokic qui est obligé de venir aider sur le 3 points. D'ailleurs, c'est pas forcément une très bonne défense là de la part de Jamal Murray et de Bruce Brown, puisque Jamal Murray s'attend à ce que Bruce Brown fasse le switch. C'est peut-être un petit peu lancer Bruce Brown dans le fossé, pour être tout à fait honnête, parce que Jamal Murray est derrière l'action, etc. C'est peut-être pas forcément à Bruce Brown de dicter ce genre de choses, en tout cas au vu du momentum. Jokic qui est obligé d'aider, et il va bien aider, mais par contre là ce qui est vraiment bien de la part de Jamal, c'est qu'il va venir vraiment box out Bam sur le rebond, et ça permet à Aaron Gordon de récupérer ça. Encore une fois, quelque chose d'assez sous-estimé, mais Jamal Murray il finit à 10 rebonds, c'est pas pour rien, il a vraiment bien fait ce taf là, et encore une fois, comme je vous le disais, il a été beaucoup mis à contribution à cause du pick and roll. Une bonne défense là sur Caleb Martin, Jimmy Butler qui va se retrouver à l'intérieur, et là les rotations sont vraiment parfaites.
à l'opposé pour éviter un 3 points ouvert. On parlait tout à l'heure du fait d'aider agressivement ou pas sur Jimmy Butler. L'aide était agressive, mais peu importe, puisque les rotations derrière ont été très bonnes. Ça commence par un pick and roll de la part de Caleb Martin qui est d'abord refusé, ensuite il le prend. Finalement, c'est plutôt bien défendu, vous le voyez, ils sont deux sur son drive et il n'y a pas forcément de possibilité d'aller à l'arceau. Il y a une aide sur Zeller de la part de Bruce Brown au fond. La passe, elle est faite du côté de Jimmy Butler qui est défendu par Aaron Gordon. C'est ce qu'on veut du côté des Nuggets. On va l'amener sur la ligne de fond. Il y a deux joueurs qui empêche Jimmy Butler de vraiment avoir ce qu'il veut. Il est obligé de passer le ballon. Et là, surtout, ce qui est intéressant, c'est Bruce Brown qui fait un très bon close-out et Jamal Murray qui va close-out ici sur l'aile. Christian Brown qui va retrouver l'aile là-bas. Et donc, du coup, une très bonne rotation globalement pour éviter le 3 points. J'espère que la qualité vidéo est assez bonne. J'ai pourtant bien enregistré, mais je sais pas, elle n'a pas dû bien se faire. Alors, je m'excuse. Auparavant, mais voilà, les très bonnes rotations à l'opposé pour faire en sorte que malgré l'aide agressive sur Jimmy Butler, le Heat ne puisse pas avoir de 3 points ouverts et ça fonctionne très bien. Comme quoi, c'est une question aussi d'exécution plus que de schéma, puisqu'on garde un peu d'agressivité, mais avec une très bonne exécution, on est capable de maintenir une très bonne défense. On va changer de clip. Encore une fois, de très bonnes rotations ici, avec une dernière un petit peu en retard, mais un late contest intéressant. On va revenir sur cette action. Donc vous le voyez, quelque chose d'intéressant ici avec Duncan Robinson et Gabe Vincent qui vont faire un flare screen. Gabe Vincent pour Duncan Robinson pour la passe de Bam Adebayo pour un 3 points potentiel. Christian Brown qui reste bien attaché, qui demande le switch. Aaron Gordon qui switch parfaitement. Bruce Brown qui reste attaché ici, qui n'aide pas trop ici sur Duncan Robinson. L'aide, elle est parfaite. L'attaque du close-out de la part de Caleb Martin est un petit peu gênée par ici Bruce Brown qui va venir très très bien aider. Et ensuite, Aaron Gordon qui va retrouver Duncan Robinson sur le late contest. Ça permet d'enlever le rythme au shooter de Miami qui va prendre ce shoot un petit peu en déséquilibre et globalement une très bonne défense très active de la part des Nuggets. Et même quand on est un petit peu en retard comme peut l'être Aaron Gordon sur la fin de l'action, eh ben on réussit quand même à contester suffisamment pour enlever pour le rythme au shooter du Heat, et c'est tout ce qu'on demande. Et ça permet justement de ne pas rentrer en rythme et donc de galérer un petit peu plus sur ces positions à 3 points sur lesquelles ils sont extrêmement forts. Autre clip, on en a encore à peu près 4 il me semble. Gabe Vincent du coup qui va prendre l'écran de Bam Adebayo. Le switch est pris, pas de choses concédées ici. Je regarde un petit peu tout, il faut que je me souvienne aussi des actions. Ah, finalement c'est Christian Brown qui fait le travail sur Caleb Martin, alors qu'on salue Azad qui nous rejoint dans le chat. Ici, deux choses qui sont intéressantes à voir. On regarde bien sûr, une fois n'est pas coutume, avec le hit Duncan Robinson qui va profiter ici de l'écran d'Adebayo, qui va driver ensuite. Là, j'aime beaucoup, et j'aimerais que... vraiment, ça m'énerve ces artefacts. Bref, on va profiter donc, avec le mouvement de Duncan Robinson. Là, il y a une passe potentielle que Gabe Vincent ne prend pas tout de suite. Ça permet à Bruce Brown de revenir sur Duncan Robinson et de laisser Jeff Green sur le haut de la raquette. Il y a un switch ensuite pour ne pas donner d'avantage sur l'écran de Bam Adebayo. Et puis finalement, l'action va se terminer avec Caleb Martin sur Christian Brown qui va faire le boulot, bien évidemment, comme l'excellent défenseur qu'il est. Un autre... alors deux petits clips à venir pour insulter Jeff Green. Parce que Jeff Green, on le déteste ici. Voilà, c'est un peu pour rire, mais il y a un petit fond de vrai, c'est-à-dire que on parlait de très bonne exécution, etc. Depuis le début de la part de Denver. Il y a aussi eu des erreurs, on l'a vu tout à l'heure un petit peu avec Bruce Brown. On va le revoir, excusez-moi, on va le revoir ici avec
Jeff Green qui est ici et qui va tout simplement laisser Duncan Robinson, bien évidemment, et puis ensuite faire un closer de merde dans le corner qui va permettre à Caleb Martin de retrouver Bam Adebayo tout seul sous la raquette. On va le revoir ici. Donc, Jeff Green est ici. Première erreur, ne pas communiquer vis-à-vis d'Aaron Gordon pour le switch pour Duncan Robinson. Du coup, Duncan Robinson se retrouve avec la balle à peu près seul. Heureusement, Aaron Gordon réagit suffisamment tôt, mais il y a forcément un kick-out dans le corner. C'est Caleb Martin, cette fois-ci, qui est tout seul. Jeff Green, bien sûr, va sauter alors qu'il n'y a même pas de feinte. Il n'y a même pas de feinte. Hein. Donc, si, il y a une petite feinte. Mais elle est ridicule. Donc, vraiment, pourquoi sauter là-dedans? Ah bah si, puisqu'il est en retard, bien évidemment. Et du coup, bien sûr, ensuite, Caleb Martin n'a plus qu'à faire un Eurostep très facile. Christian Bond est obligé de dézoner pour venir aider. Ça laisse Bam tout seul sous le cercle. Merci Jeff Green. Voilà, merci Jeff Green. Le premier à dire qu'il faut faire des efforts. Premier à faire ce genre de merde. Voilà. Alors, voilà, je m'énerve un petit peu. Hein, vous pouvez le voir. Ces finales ont un poids sur mon mental. Autre erreur de la part de Jeff Green. Regardez-le ici. Il se cache même pas de se cacher en défense, cet abruti. Il concède un switch qu'on veut pas concéder, qu'il n'y a pas à concéder. Et il va se mettre sur Butler, sans rien dire à Jamal. Et ça laisse Caleb Martin à 3 points, qui en plus prenait chaud à ce moment-là du game. Vraiment, il n'y a rien à faire. Oh, ça m'énerve, vous pouvez pas imaginer. Regarde. Donc, Jimmy Butler a la balle, il fait la passe à Bam Adebayo. Ce qu'il faut voir ici, vraiment, c'est que Jimmy Butler profite d'un écran de Kyle Lowry. Donc, les deux défenseurs qui sont impliqués dans l'écran et dans le pick and roll potentiellement, c'est Jamal Murray et Bruce Brown. Jeff Green n'a rien à faire là-dedans, hein, vous notez bien. Jeff Green n'a rien à faire là-dedans. Lui, il doit prendre Caleb Martin dans le corner. Donc, il y a finalement, c'est un flare screen, donc un écran off-ball pour démarquer Jimmy Butler et potentiellement profiter d'une passe de Bam Adebayo avec notamment un Kyle Lowry qui pourrait se retrouver aussi seul à 3 points. Et donc, Jamal Murray et Bruce Brown qui vont garder leur match-up respectif sur Lowry et sur Jimmy Butler. Vous voyez que Jimmy Butler est pris. Alors, Jeff Green peut effectivement anticiper l'aspect mismatch, mais dans ce cas-là, il le dit à Jamal, hein, au lieu de juste quitter son poste comme un lâche. Voilà. Alors, je suis un peu énervé, hein, vous pouvez l'entendre, mais c'est pour dire que Jeff Green, je comprends pas pourquoi il a toujours autant de minutes. Ça m'exaspère. Voilà. Mais bon, ça, c'est Michael Malone, et il aurait fallu faire les changements bien avant. Donc, autre petit clip défensif. On va se calmer un petit peu. Le pick and roll, Max Strus, Bam Adebayo, qui est mal géré de la part de Max Strus. C'est pour ça que j'étais très surpris de sa part de la passe tout à l'heure. Et encore une fois, ce que je voulais noter surtout ici, c'est les efforts défensifs de Jamal Murray, qui sont le jour et la nuit. Le jour et la nuit par rapport au Game 2. Jamal Murray, qui va se battre dans chaque écran, qui va se battre sur chaque pick. Ici, notamment en retournant vraiment de l'autre côté, etc., et en empêchant Bam, du coup, d'être sur son short roll. Donc ça, c'est la première très bonne défense de la part de Murray. Là, il va revenir ici sur Max Strus, et malgré l'écran en retard de Jimmy, il va encore une fois contester en l'air, même si c'est en retard. Ça, encore une fois, ça enlève un petit peu du rythme, ça peut déséquilibrer un petit peu le shooter. Peut-être il y a faute. J'avoue que sur ce genre d'action, j'ai toujours peur qu'il y ait faute. Les arbitres sont mieux placés que moi pour le dire, donc pas de faute ici. Mais encore une fois, j'aime beaucoup l'activité de Jamal Murray, qui en plus de faire un très bon match offensif, a vraiment été partout défensivement, a fait les efforts, et c'était pas le cas sur le Game 2, donc il faut le noter. Et puis ce sera tout. Ce sera tout, du coup, pour ce côté défensif du terrain, et ce que j'ai noté défensivement. Ah si, une dernière petite stat par rapport à cet aspect défensif de la part des Nuggets. Denver est à 34 points sur 32 possessions après que le Heat ait marqué un basket ou après une dead ball, c'est-à-dire un jeu arrêté, une touche ou autre. C'est-à-dire que quand le Miami Heat peut remettre en place sa défense, et notamment sa défense de zone, après un panier marqué notamment, Denver est à 34 points sur 32 possessions, autant dire une efficacité très moyenne, c'est 1,06 points par possession, alors que les Nuggets sont à 48 points sur 38 possessions quand le Heat a raté un shoot
ou après une interception de la part des Nuggets, ce qui monte la moyenne à bien plus, 1,26 points par possession dans ce cadre-là. C'est pour vous dire qu'il y a aussi un intérêt offensif pour les Nuggets à être meilleurs défensivement. Ça permet de pousser la pace, d'aller plus rapidement en offense, et donc du coup d'empêcher Miami de se repositionner, de se positionner correctement, de rentrer dans leur zone, et ça permet à Denver de potentiellement être meilleur offensivement, de trouver des mismatchs, de trouver des choses à exploiter, et donc c'est quelque chose aussi qu'il ne faut pas sous-estimer du côté offensif du terrain pour ces Nuggets. Je voulais parler d'une des choses que j'ai vu le Heat exploiter en début de match notamment, et que le Heat n'a pas forcément beaucoup plus exploité que ça par la suite, je trouve. Alors pour X ou Y raison, je pense qu'ils malheureusement, ils pourront l'exploiter un petit peu, voire beaucoup plus dans les matchs, dans les prochains matchs. C'est bien sûr notre faiblesse systémique à Denver, une de nos faiblesses systémiques en défense à Denver. On a parlé du corner 3, ça effectivement il y aura, mais on l'a vu qu'avec des bonnes rotations, on pouvait également peut-être compenser un petit peu. On a vu également que Miami n'avait pas forcément les playmakers pour faire cette passe dans le corner de façon pérenne. Par contre, il y a un joueur que le Heat va pouvoir exploiter à foison, c'est Michael Porter Jr. Michael Porter Jr. qui n'est pas du tout rassurant. Alors pas du tout rassurant pour les Denver Nuggets dans ces finals. Alors bien sûr il y a le côté offensif du terrain dans lequel il galère, on peut le dire, il est en panne d'adresse assez monumentale malheureusement, Michael Porter Jr., mais c'est aussi du côté défensif où il coûte des points à son équipe, et on va pouvoir voir ça tout de suite. Plus de minutes de Bruce et moins de MPJ, nous demande AMLM. Ça s'inverse sur les 3 premiers matchs, tu penses que ça va continuer? Je pense effectivement que hors réaction et à part si Michael Porter Jr. retrouve de l'adresse au game 3, je pense qu'effectivement ça pourrait s'inverser. Je pense également que c'est Christian Braun qui a son épingle à jouer et ses minutes à voir augmenter au profit de Michael Porter Jr., puisque Bruce Brown est un petit peu petit pour remplacer Michael Porter Jr., alors que Christian Braun, lui, va un peu plus apporter au rebond. Je pense que le switch peut se faire aussi là, je pense que ça peut être les deux en tout cas. Et bienvenue bien sûr à toi MLM dans le chat, premier message pour toi dans le chat, donc bienvenue à toi, ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous, et n'hésite pas à nous dire si tu supportes une des deux franchises en lice dans ces finals. Michael Porter Jr. donc, et ses problèmes défensifs. On va le voir plusieurs fois ici. Ça, ce sont les premières possessions du match. Et je vous l'avais dit, le Heat va vraiment essayer d'exploiter Michael Porter Jr. assez tôt. Et un petit peu moins le faire ensuite, à ma plus grande surprise, puisque ça a été très efficace pour le Heat. On voit Bam Adebayo remonter ce ballon. Et il va venir faire un DHO, un dribble and off, une fois n'est pas coutume, pour le joueur qu'on ne voit pas encore dans l'écran, pour le joueur dans le corner ici, qui est défendu par Michael Porter Jr. Il me semble que c'est Max Strus en l'occurrence, ça doit être ça. Et vous le voyez, Michael Porter Jr. qui est déjà éliminé de l'action et qui laisse le pick and roll du Heat faire son office avec un 2 contre 1 face à Nikola Jokic. Bien sûr, la passe elle est très bien faite. L'aide de KCP est plutôt bonne, mais Bam Adebayo va réussir malgré tout avec son momentum et avec l'avance qu'il avait réussi à avoir sur le pick and roll à terminer cette action au cercle. Encore une fois, Michael Porter Jr. qui est en retard, est trop large dans ses appuis et qui laisse trop d'espace à cette attaque du Heat et à Max Strus qui peut donc du coup tout faire. Max Strus qui en plus aurait pu, si c'était un joueur un petit peu plus dangereux offensivement, balle en main, aurait pu faire d'autant plus la chanson à Jokic, aurait pu d'autant plus profiter de cet avantage. C'est-à-dire que même avec le minimum offensif du côté du pick and roll, on est déjà aux fraises du côté de Denver quand Michael Porter Jr. est impliqué. Voilà, je ne peux pas dire beaucoup mieux. Voilà, Michael Porter Jr. qui va souffrir de ses défauts physiques. Ici, alors il y a le fait qu'il parte en retard, qui n'aide absolument pas, mais là, il est beaucoup trop large sur ses appuis. Il n'a pas assez d'énergie non plus. C'est pas vraiment très méchant dans son retour. Bref.
c'est une très mauvaise possession de sa part. Encore la même situation, cette fois-ci c'est sur un flare screen, donc pas forcément un DHO tout de suite, mais c'est Kevin Love qui fait l'écran. Et encore une fois, Michael Porter Jr. est vraiment beaucoup trop lâche, et ça oblige Nikola Jokic à faire un choix en tête de... Enfin, pas en tête de raquette du coup, mais sur Kevin Love, puisque vous voyez ici, Bam Adebayo est laissé seul sur le short roll, une fois n'est pas coutume. Jokic qui va devoir du coup rester sur Bam Adebayo, ça laisse Kevin Love wide open, et forcément Kevin Love qui va rentrer ce shoot. Donc là, il y a deux problèmes, hein, parce qu'il y a aussi le problème avec Aaron Gordon. Il faut décider de qui va prendre quoi. Je suis plutôt d'accord avec l'idée que Aaron Gordon peut switcher et prendre Max Strus, mais du coup Michael Porter Jr. Délaisse totalement Bam Adebayo, et globalement il n'y a pas du tout assez d'énergie dans cette rotation là de la part de Michael Porter Jr. C'est déjà en retard, ça trottine, ça fait pas l'effort. Il n'y a rien à sauver dans cette séquence de la part de Michael Porter Jr. C'est nul, on dirait Jeff Green. Voilà. Alors, troisième possession, il y en a plusieurs. Après, il y a des choses intéressantes qui vont être données plus tard du côté de Michael Porter Jr., notamment sa défense sur l'homme qui est bien meilleure et qui est un petit peu plus viable. Vous verrez que c'est pas forcément tout noir du côté de Michael Porter Jr., même si là encore, c'est de la merde, on peut le dire. On va arrêter de tourner autour du pot, c'est nul. Michael Porter Jr. qui est sur le porteur, il va prendre l'écran, encore une fois, il est 4 mètres derrière. Bam Adebayo qui va... Donc du coup, Max Strus qui peut tranquillement amener Jokic sur la tête de raquette en défense, et Bam Adebayo qui va se retrouver sur un shoot en rythme à mi-distance. Voilà, c'est nul. Nul. Cette fois, c'est un petit peu meilleur de la part de Michael Porter Jr. qu'on retrouve en haut. Ici, sur Caleb Martin, Kyle Lowry qui va faire ce flare screen ici, qui sans vraiment grand dommage. C'est Jimmy Butler qui va plutôt jouer l'écran avec Bam Adebayo, et surtout le pick and roll, et surtout son mismatch avec Jamal Murray. On a une bonne aide de la part de Michael Porter Jr. et Michael Porter Jr. qui va venir ensuite ici faire le switch sur Jimmy Butler. Et encore une fois, je vous le disais, là c'est un petit peu meilleur parce que Michael Porter Jr. sur l'homme, c'est un petit peu meilleur que en mouvement et que off-ball. Défensivement, on l'a vu dans ses playoffs, et on faisait la remarque, Jérémy notamment, à travers un article dans les tours précédents, et vous allez voir que là, face à Jimmy Butler, eh bien, même s'il saute un petit peu là sur la feinte, il reste avec son envergure capable de venir contester le shoot sur cette fin, et globalement, on a plutôt une bonne lecture de Michael Porter Jr. ici sur l'aide et ensuite sur le switch. Il se laisse pas déborder ici. Jimmy Butler peut peut-être l'agresser un petit peu plus rapidement, mais globalement, malgré ce saut, il va réussir à contester derrière le jumper et le fadeaway de Butler. Et vous le voyez, Michael Porter Jr. a au moins ces avantages-là et cet intérêt-là, c'est que si le Heat veut essayer de le cibler, bon, ça reste viable. C'est pas élite, calmons-nous. C'est pas même très bon. Mais ça reste bon, viable, voire bon pour Michael Porter Jr., notamment face à Jimmy Butler qui aime pas trop avoir de la taille face à lui, qui préfère, par exemple, comme ici, poster Jamal Murray. On va avoir une aide assez agressive, KCP qui va revenir, et là, Michael Porter Jr. aux fraises totales, sa meilleure imitation de Jeff Green. On peut le dire, c'est nul, puisque vous allez voir que c'est à lui de venir aider sur Caleb Martin. On le voit ici, ce qui va être intéressant, c'est à l'opposé de l'action, puisque Jimmy Butler va jouer son vis-à-vis, son mismatch face à Jamal Murray. Il va amener l'aide et de Nikola Jokic et de Aaron Gordon. À côté de ça, KCP ici, lui, s'occupe de Caleb Martin en tête de raquette, et c'est à Michael Porter Jr. de s'occuper et de Kyle Lowry dans le corner et de Max Strus. Le problème ici, c'est que alors, il faut faire l'aide effectivement sur Bam Adebayo, mais c'est pas comme si vraiment Michael Porter Jr. était très proactif sur cette aide-là, donc ce sera pas une excuse pour sa défense de daube. Et ensuite, KCP qui va être obligé de faire le close-out ici. À ce moment-là, Michael Porter Jr. doit monter sur Max Strus, parce que c'est la passe la plus facile à faire pour Caleb Martin après qu'il ait éliminé KCP, ou après qu'il n'ait pas pu prendre son 3 points. Bien sûr, le prochain homme open, ce sera Max Strus, et donc Michael Porter Jr. est là
totalement coupable puisqu'il fout rien, il est même pas d'ailleurs dans le corner. Si on regarde bien, Laurie il a toute la place pour tirer si jamais ça arrivait sur Laurie. Il y a 3 mètres, il est nulle part, il sert à rien, voilà. Là pour être tout à fait honnête, il est nul, voilà. Donc on passe à la suite. Michael Porter Jr. encore une fois, hein, qui off-ball est sur Caleb Martin en haut, Jimmy Butler qui va faire la passe à Kyle Lowry, il y a encore du two-man game pour forcer encore une fois Jimmy Butler face à Jamal Murray, hein. Le switch il est concédé assez facilement de la part des Nuggets, et puis là Michael Porter Jr. qui s'oublie, hein, qui oublie totalement le cul dans le dos, et ça peut aboutir à ce magnifique Bam Slam, comme dirait non c'est pas Kevin Harlan, c'est je ne sais plus, le commentateur très connu de ces finals NBA, pardon. Donc Michael Porter Jr. qui oublie complètement le Caleb Martin sur le cut. Bon, ça c'est malheureusement régulier. Mike Breen, merci Azad. Mike Breen pour le commentaire. Et cette action magnifique de Bam Adebayo, ça me permettait, petite dédicace à Bam Zerito, de montrer quand même ce highlights du hit qui était magnifique. Si on avait perdu, je pense que j'aurais eu du mal à le re-regarder. Je suis pas sûr que j'aurais sélectionné l'action, mais là, je peux décemment montrer ça. Et bien sûr, ce putback, hein, il est concédé puisqu'il y a toute cette rupture défensive en premier lieu. Puisque, étant donné que Michael Porter Jr. se fait enrhumer, Nikola Jokic doit venir aider ici sur Caleb Martin. Ça permet d'ailleurs à Caleb Martin de rater son... Enfin, ça oblige du coup un shoot compliqué de la part de Caleb Martin qui rate son lay-up. Et là, du coup, après, ça laisse le champ libre à Bam Adebayo pour détruire ce pauvre Nikola Jokic sur le putback. Une autre action d'MP de Michael Porter Jr. défensivement, donc cette fois-ci un petit peu meilleure. Vous le voyez déjà là, on est en semi-transition. C'est quelque chose où il peut y avoir des erreurs d'inattention potentiellement. Non, Michael Porter Jr. identifie bien que c'est à lui d'aller prendre Jimmy Butler. Jimmy Butler qui est dans une zone qu'il aime bien, il l'affectionne particulièrement. Et on le voit, ça ne saute pas dans la feinte et ça reste attaché. Et finalement, ça oblige Jimmy Butler à faire la passe dans le corner. Jamal qui était sur une aide un petit peu trop agressive à mon goût. Et ça, c'est quelque chose que Denver a un peu trop fait, mais c'est aussi dû au placement de Bam Adebayo qui va obliger Jamal à aider ici. Et finalement, c'est un 3 points raté de la part de Max Strus qui aurait pu être sanctionné de la part du Heat, qu'on soit très clair, c'est des shoots qui peuvent rentrer et qui ne sont pas rentrés hier. C'est un des rares en tout cas qui est très open pour le coup de la part du Heat et qui ne rentre pas et qui aurait pu rentrer. Mais malgré tout, on l'a vu, Denver a fait du bon taf pour ne pas laisser les shooters du Heat rentrer en rythme. Si ce n'est Caleb Martin qui, quand il est face à Michael Porter Jr. ou à Jeff Green, comme on a pu le voir bien sûr. Alors, je vais le remettre parce qu'il y a plein d'artefacts encore et ça m'énerve. Cette fois-ci, Michael Porter Jr. en tête de raquette, un écran ici et voilà, c'est tout de suite la faute. Comme d'habitude, c'est vraiment en mouvement que Michael Porter Jr. va avoir du mal. Quand c'est sur l'homme, ça peut aller. Mais vous voyez, il suffit d'un pass-eva et d'un dribble end-off entre Bam et Gabe Vincent pour l'obliger à faire la faute ou être de toute façon en dehors de l'action. Donc voilà, c'était encore une fois quelque chose que je voulais notifier. Michael Porter Jr. cette fois-ci, ce sera meilleur. On le voit sur Jimmy Butler ici, l'écran pris. Et ça, c'est ce que j'aime bien, qu'il a un petit peu mieux fait dans le troisième quart-temps. Il s'est un petit peu repris au niveau de l'effort, au niveau de la concentration, Michael Porter Jr. Et on a notamment ce genre de late contest par derrière. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il avait bien fait, notamment sur le Game 1, où il avait eu 2 ou 3 contres comme ça dans ce genre de situation. Et c'est quelque chose qu'on veut voir au moins de la part de Michael Porter Jr. Ce sera le minimum, c'est-à-dire que ok, il n'arrivera pas à survivre dans les écrans comme peuvent le faire d'autres extérieurs ou un Bruce Brown ou un KCP qui sont un peu spécialistes de ça en défense. Il réussira pas à se remettre devant Butler dans ce genre de situation. Très bien. Mais dans ce cas-là, il faut qu'il soit une menace comme ça sur le chase down block. Il faut qu'il fasse l'effort de venir sauter comme ça et de venir disrupter un petit peu le rythme des shooters. Et on le voit ici, ça empêche Jimmy Butler de finir correctement son geste. C'est le minimum de la part de Michael Porter Jr. Et s'il fait pas ça, vraiment, je pense que plus la série va avancer, plus son temps de jeu sera réduit. Le problème, c'est qu'on n'a pas
également vraiment de marge sur son poste, puisque comme je vous l'ai dit, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, derrière c'est Jeff Green qu'on a tendance à titulariser au poste 3-4. Est-ce que c'est vraiment souhaitable? Non. Moi j'aurais tendance à pouvoir peut-être mettre Christian Brown, qui lui au contraire a un momentum incroyable pour lui. Donc voilà, c'est aussi une question d'offense. Christian Brown, il apporte pas autant offensivement que Michael Porter Jr. pourrait ou devrait. Donc c'est aussi une question de s'il peut rentrer un petit peu ses shoots à 3 points à un moment, retrouver son adresse pour contrebalancer un peu son aspect défensif qui peut être négatif. Donc à voir. À voir pour la suite. En tout cas, c'est un point de faiblesse, une faiblesse potentielle sur laquelle appuyer du côté de Miami. Encore une fois, là, c'est une assignation facile de la part de Michael Porter Jr. qui est totalement oublié. Il est sur Kevin Love tout au long de cette action. Là, il est dans le no man's land déjà, puisqu'il n'aide pas sur le drive ni sur le shoot à 3 points. Voilà, il n'y a ni fait ni à faire cette possession de Michael Porter Jr. encore une fois, qui est complètement à l'ouest. Une dernière ou une avant-dernière pour la route. Là, il y a une bonne aide potentielle sur le ballon, sur le porteur. Là, encore une fois, il est un petit peu derrière, mais encore une fois, le late contest, voilà. Encore une fois, il ne pourra pas devancer les écrans et autres, mais avec son envergure, il est capable de venir GD sur le tir, même en retard, même par derrière. Et c'est ça qu'on attend de la part de Michael Porter Jr., qu'il soit au moins un petit peu concentré et qu'il puisse faire ce genre de late contest. Même si là, je pense que la faute peut se vendre et c'est quand même très en retard. Mais bon. On va se satisfaire de ça. Il y a peu de choses à se satisfaire, alors autant prendre le positif. Je vais vous lire un petit peu et puis on va ensuite finir tranquillement ce live en se lançant sur d'autres ressources extérieures pour pouvoir être un petit peu exhaustif, un peu plus exhaustif. Je suis émerveillé par le lexique utilisé, nous dit Azrat. J'ai craqué, je ne pensais pas du tout, je l'avais pas prévu, mais j'ai craqué. 186 nous dit AMLM, qui est donc un supporter du Miami Heat. C'est ce que j'avais cru comprendre. Je ne sais pas comment j'avais cet instinct. En tout cas, tu restes le bienvenu ici, même si je suis, tu l'avais compris, un fan de Denver. Mais malgré tout, bien sûr, tout le monde est le bienvenu. Et n'hésitez pas, encore une fois, dans le chat, si vous avez des choses à ajouter, bien sûr. Jedi Padawan, tout le monde se rend compte à quel point Brown sera un très bon joueur pour DP. J'ai rien que ça rend heureux. Je suis tout à fait d'accord. Et puis le fait qu'il soit titularisable sur des finales, ça dit aussi à quel point c'est un rookie très mature, parce que c'est pas Michael Malone qui est dispendieux plutôt en minutes de jeu, notamment pour les jeunes joueurs, loin de là. Donc le fait qu'il soit dans cette position, c'est beaucoup dire sur sa fiabilité en tant que rookie. C'est quelque chose qu'on vantait déjà tout au long de la SR, nous les fans des Nuggets. Oui, je dis beaucoup nul, effectivement, mais c'est parce que je trouve que ça résume bien la chose, il faut le dire parfois. Spo, c'est quand même le mec qui te fait détester les maillons faibles de ton équipe. Je l'ai dit, je le répète, il faut le bannir de la NBA. Je dis assez parler de moi, qui a été a priori traumatisé après le tour face au Miami Heat. Et effectivement, c'est pour ça que je suis un petit peu surpris que le Heat n'ait pas plus appuyé que ça sur Michael Porter Jr. Je m'attends du coup à ce que ce soit vraiment le cas au Game 4. Là, ça fait 2 matchs qu'ils en profitent parce que Michael Porter Jr. est nul, mais ils n'appuient pas forcément dessus, si ce n'est sur les premières actions du match. Là, comme on a vu vraiment sur les premières actions du match, c'était vraiment une cible. Mais ça l'a moins été sur la suite. Je pense qu'il faut vraiment réussir à le... Après, je trouve que le hit dans l'exécution a été un petit peu moins bon que le Game 3, très clairement. Je pense qu'ils ont pas fait leur meilleur basket. Je pense que Butler a plutôt bien joué, Bam pareil, Duncan Robinson un petit peu aussi, il y a eu des bonnes choses. Mais je trouve que globalement, il n'y avait quand même pas assez de mouvements off-ball, notamment off-ball en plus du DHO avec Bam en tête de raquette ou sur l'aile. Je pense que dans l'autre corner ou dans l'autre aile, il peut y avoir du flare screen et ce genre de choses pour démarquer les shooters en plus du DHO Bam sur une aile. Et je trouve que ça n'a pas forcément coïncidé, c'était soit l'un soit l'autre. Et je pense que le Heat peut bien mieux faire à ce niveau-là, même si encore une fois, Denver est venu mieux préparé aussi, et ça a forcément un petit peu joué. Bam notamment, il a été brouillon à l'arceau, j'ai trouvé. Ouais, ça c'était tout un
c'est tout un... tout à l'heure, on faisait le résumé de la série, et MLM, tu me diras si tu es d'accord en tant que fan du 8 ou pas, mais il y a eu ce Game 1 où Denver l'a beaucoup laissé sur le shot roll, l'a laissé vraiment libre de ses mouvements offensivement sur le mi-distance, en protégeant vraiment l'arceau et le pick and roll sur le porteur, et en lui laissant toute la place pour shooter. Il a été très bon, mais ça a desservi certainement l'attaque de Miami, qui profitait beaucoup moins de son playmaking et de son jeu de dribble and off, etc., avec tous les extérieurs du Heat. Là, je trouve que depuis 2 matchs, le Heat est vraiment revenu dans ces schémas-là, justement pour qu'offensivement, toute l'équipe puisse profiter de sa présence. Et effectivement, il a été moins bon sur les short mid, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, avec un Heat qui était en panne d'adresse, mais même sur des shoots à l'arceau et à mi-distance. Après, le truc, c'est que Jokic défend en drop, et donc Jokic est à même de venir un petit peu disrupter ces shots-là. Néanmoins, effectivement, il peut être meilleur Bam là-dedans, mais je trouve encore une fois que la meilleure arme offensive du Heat, ça reste son playmaking à l'extérieur et réussir à mettre les shooters en orbite, ce qui a été moins le cas dans ce Game 3, et donc du coup, avec un petit peu moins de rythme, et ben forcément, les shooters du Heat ont été un petit peu moins bons, et de cela, je trouve que tout le Heat a été... décontenancé offensivement. Faut plus de pull-up, bam, nous dit Jedi Padawan. Bah voilà, moi encore une fois, je suis pas tout à fait d'accord avec ce bilan-là, parce que au Game 1, avec un bam plus agressif sur le mid-range, etc., ça a plutôt, je trouve, fait notre jeu. Moi, je préfère laisser 25 shoots à bam, même s'il les rentre à très haut pourcentage, hein, même avec un 50-60% de sa part, parce que ça, c'est tout plein de possessions en moins 3 points notamment, et des shooters qui sont moins en rythme, et je pense que en fait ça dessert, ça baisse le plafond offensif en fait du Miami Heat que d'avoir un BAM très agressif sur le short roll. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on compte. Après, peut-être vous serez pas d'accord, peut-être ce sera un point de désaccord, et peut-être que Spoelstra me fera mentir dans les prochains matchs. Il est trop amoureux de son pull-up mid-range, à tel point que des fois il oublie d'exploiter les 1v2. Il va automatiquement aller dans son jumper alors qu'il y a un kick-out dans le corner. Je suis aussi un petit peu d'accord avec toi, MLM. Je trouve que notamment sur le mouvement, c'est-à-dire qu'en short roll, en mouvement, je trouve qu'il a un petit peu de mal à trouver ses passes-là, là où quand même, c'est un big man qui est très bon, hein, sur le playmaking. Mais je suis assez d'accord avec toi, je suis assez surpris de voir que la passe dans le corner, pour moi, c'est pas un truc forcément automatique, alors que des fois on la laisse, hein, des fois elle est ouverte. C'est peut-être aussi quelque chose qui sera amélioré de sa part, justement, et un ajustement et un dépassement de fonction et de ce qu'il a l'habitude de faire pour la suite de la série. On sait que Spoelstra, de toute façon, sait justement tirer le meilleur de ses joueurs, donc pourquoi pas dans les prochains matchs. Mais je suis assez d'accord avec toi, Eminem, là, pour le coup. Je trouve que sur le short roll en mouvement, sa prise de décision, pour le coup, là, laisse un petit peu à désirer. Et c'est vrai qu'il gagnerait à encore faire du playmaking dans ces positions-là, là où c'est peut-être pas son point fort. Il préfère le playmaking statique quand il est sur du dribble and off, quand il est en tête de raquette, et qui voit un petit peu plus le jeu venir à lui. Je compte foutre le feu interne au Discord, laisse-moi faire, Clément. Je me doutais, tu sais, quand je t'ai lu, je me suis dit, est-ce que c'est pas pour jinxer ou pour annoncer des conneries? Donc je te laisse faire, Jedi Padawan. Loin de moi l'idée de t'enlever ce sabotage-là, loin de moi cette idée-là. On va finir avec un petit... Des petits renvois à des différents liens intéressants que je trouverais intéressants. Un premier trade signé Brady Hawk. Pour tous ceux qui suivraient un petit peu le Heat, vous connaîtrez très certainement cet analyste. Amateur en plus, qui plus est, il me semble, si je ne me trompe, si je ne m'abuse, qui faisait un trade sur tout ce qui concernait le two-man game entre Jamal Murray et Nikola Jokic. Pourquoi le Heat a eu du mal à le défendre? Alors c'est beaucoup un avis du Heat, donc c'est aussi sur la défense du Heat dans ces positions, ce qui ne va pas, ce qui pourrait aller mieux. Donc je vous invite sincèrement à aller voir. Ça montre aussi que le Heat a un petit peu de marge de manœuvre sur sa défense, notamment du two-man game. Ça montre aussi, et c'est une chose que je vais mentionner comme ça à l'oral, et après vous irez voir de votre côté, mais que Jamal Murray a excellemment bien joué hier le two-man game, en étirant la défense du Heat,
en amenant la prise à 2 sur lui et en pouvant ensuite délayer les passes pour profiter du surnombre. C'est vraiment une masterclass hier de la part de Jamal Murray. On a tendance à dire que c'est Nikola Jokic qui va gérer et résoudre petit à petit les mismatchs et les problématiques que posent les équipes adverses. Là, c'est vraiment Jamal Murray qui a fait le boulot. Autre trade intéressant, Nekias Duncan, alors que Azad va bien sûr rejoindre Guillaume pour leur live. Bien sûr, je t'en prie, et on renverra tout de suite après à votre live, bien évidemment. Je termine avec les quelques petits liens. Le petit trade de Nekias Duncan qui revient en détail sur le match. Il y a beaucoup de choses à voir, plein d'actions, plein de clips qui sont intéressants. Avec d'autres visions, il y a quelques clips que je vous ai montrés et il y a une autre façon de le voir et de prendre un angle différent dans l'analyse de la part de Nekias. Donc je vous invite encore une fois très grandement à aller voir ce trade-là, parce que voilà, c'est bien sûr une valeur sûre. Az, bien sûr, qui nous quittait à l'instant, mais que je vais créditer également, qui est l'auteur d'une petite vidéo dont il s'essaye à la vidéo et ça n'augure que du bon pour QI, petit teasing, qui parle de la propension de Jimmy Butler à driver à droite et à s'offrir du jeu sur sa main droite, mais moins à gauche, et aussi sur son passing. Donc c'est très intéressant, allez voir ça. Et enfin, je ne peux que vous conseiller toutes les petites remarques et les articles d'Antoine, bien sûr, qui est en stage chez Trash Talk actuellement, et qui du coup fait des retours tactiques sur la série. Vous avez également les retours des games 1 et 2. Donc voilà, pour être un petit peu plus complet, si vous voulez un petit peu un point de vue plus exhaustif dans la série, n'hésitez pas à aller voir toutes ces personnes-là. Il n'y a que du bon.